Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Frédéric Azeglo et Marcel Agbessinou. On va continuer maintenant avec le Niger et le Bénin, Soglo et Yayi, pour une tentative de médiation dans la crise qui secoue le Niger et le Bénin. Deux anciens présidents se sont proposés comme médiateurs pour tenter d'apaiser la tension. Il s'agit de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et du docteur Thomas Boni Yayi qui ont décidé d'aller rencontrer les autorités militaires de la transition au niveau du Niger. Ils ont été reçus par le général Tchiani. Rien à filtrer de l'entretien entre les trois personnalités, mais ce qu'on sait, c'est que c'est la situation sociopolitique et politico-économique entre les deux pays qui a fait l'objet de discussions. Les deux anciens chefs d'État étaient-ils mandatés par Patrice Talon? Rien n'a été dit là-dessus, mais on voit difficilement cette mission s'effectuer sans que le pouvoir béninois n'en ait donné l'aval. Marcel Agbessinou, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la solution, l'apaisement, se trouve entre les mains de ces deux anciens dirigeants? Ça peut provenir d'eux ou non. Mais si vous permettez, il y a un juriste que nous appelons Antoine Loisel, qui dit que qui peut n'empêche pas pêche. Effectivement, si nous mettons au cœur de notre entretien, notre émission, cette citation de Loisel, que qui peut n'empêche pas pêche, étant donné que les deux présidents béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a fait un mandat unique au Bénin, parce qu'il a été, il a eu des difficultés, des ennuis de santé à l'époque, et l'autre président, Yayi Boni, Thomas Yayi Boni, ils ont fait un pas qualitatif. C'est juste pour sauver la situation du Bénin et celle du Niger, parce que c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative d'aller rencontrer les autorités de Niamey. Et ils ont été accueillis à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur et le secrétaire général de la présidence, sauf omission de ma part, mais rien n'a été filtré. Mais ce que nous pouvons dire en grand 1, je peux vous dire que c'est la situation qui prévaut au Bénin et le Niger. Parce que depuis que la crise du Niger a vu le jour avec le dépôt en force de président Bazoum en juin 2023, la situation entre les deux pays voisins reste toujours tendue. Le Bénin aussi ne voulait rien lâcher, de même que le Niger ne voulait plus laisser un seul iota. Ça fait que les deux frontières, bien la frontière qui réunit les deux reste toujours fermée. Et la fluidité au niveau de Sémekbodi aussi un peu impacté. Pas qu'un peu. Oui, ça fait que le port de Cotonou souffre. Le port de Cotonou souffre. Il décerne les marchandises peut-être quitter du port de Lomé pour peut-être atterrir au niveau de Niamey. C'est un peu difficile. La grande chose qu'on peut constater dans cette crise est que les deux s'accusent mutuellement. L'un accuse l'autre d'avoir abrité des bases françaises, des bases militaires françaises sur son sol pour pouvoir le déstabiliser. C'est les autorités nigériennes qui tiennent ces propos. Mais le Bénin aussi a démenti que tel n'était pas le cas. Il n'a pas abrité des milices ou bien des terroristes sur son sol. Ce qui fait que lorsque la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, a décidé de lever les sanctions à l'encontre du Niger, ces dernières, les autorités du Niger ont refusé de rouvrir leurs frontières entre le Bénin et leur pays. Ce qui fait que la situation économique traîne à se relancer. Maintenant, étant donné que même si vous faites la guerre, quel que soit ce que vous faites dans la guerre, au moins il y a des conséquences que vous aussi vous devez aussi sentir. Le Bénin sent au moins sans les conséquences de la fermeture de la frontière et la frontière de Sémekbodi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la situation? Raison pour laquelle les deux présidents, qui sont d'ailleurs vivants, je les salue de passage, qui sont d'ailleurs vivants, il faut avoir des présidents vivants au moins
pour prendre certaines initiatives. C'est le cas entre les deux présidents vivants, Thomas Yayi Boni et Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ont rapidement cherché les voies et moyens pour raconter le pouls, pour raconter les autorités de Niamey. Je suis sûr certain que, étant donné que Soglo ne parle pas, ne communique pas de n'importe comment, c'est un homme qui utilise plus les couloirs, si les couloirs marchent, il peut toutefois revenir pour communiquer. Est-ce que, Frédéric Azeglo, vous pensez qu'une telle initiative, une telle démarche des deux anciens présidents a pu se faire sans que la Marina n'ait donné son aval? Oui, merci beaucoup. Quand j'ai eu les informations là, je me suis dit que cette démarche, si ça ne provient pas de Patrice Talon, va être mort-né. Parce que le décideur en chef aujourd'hui au Bénin, ce n'est ni Yayi Boni et ce n'est ni Nicéphore Soglo. Le seul donneur d'ordre aujourd'hui au Bénin s'appelle Talon Patrice. Et maintenant, à ce que je sache, quand vous regardez un peu dans le champ politique béninois, les trois personnalités ne s'accordent pas. Si Yayi Boni et Soglo s'accordent, ni Yayi ne s'accorde avec Talon, ni Soglo avec Talon. Et donc c'est comme si vous êtes dans une famille à la maison et votre grand frère, votre frère est né à des problèmes avec une autre famille, là vous levez pour aller voir l'autre dans la famille pour dire vous êtes en train de prôner la paix, vous ne serez pas en train de faire grand chose. C'est pourquoi j'ai dit si la démarche vient de Talon, ça peut porter des fruits. Si ce n'est pas le cas, ça ne portera pas de fruits. Puisque Talon n'accepterait jamais que Yayi et Soglo le mettent devant un fait accompli. Histoire de lui faire comprendre que ce que tu as échoué à faire, nous l'avons fait. Puisqu'on sait que très prochainement il y aura des élections au Bénin, mais Patrice ne se laissera pas berner de cette façon-là. Et donc, c'est peut-être pour aller dire, les anciens présidents, pour aller dire à Tiani, laisse-le temps. Nous, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, ça n'ira pas, ça ne fera pas long feu. Mais il est certain, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est que le général Tiani a accepté de les recevoir, alors qu'il y avait déjà eu une initiative des têtes couronnées béninois qui n'avaient pas reçu l'assentiment de Niamey. Donc c'est un bon pas c'est un pas dans la bonne direction. De la part de Tiani? Non, mais c'est parce que Tiani communiquait bien avec les deux anciens présidents qui les avaient reçus. Donc si Tiani avait plutôt il veut faire un bon pas, comme vous le dites, Tiani devait recevoir les têtes couronnées béninois qui ont cherché à rencontrer l'autorité nigérienne. Mais une chose est sûre, les deux anciens présidents sont allés en tout cas pour défendre les intérêts béninois aussi. Naturellement. Oui. Donc, mais la personne qui a été mandatée, et non pas les dernières élections présidentielle au Bénin, la personne mandatée s'appelle Patrice Talon, qu'on veuille ou non. Je ne suis pas un pro Talon, mais logiquement, personne ne peut aller négocier quoi que ce soit au nom d'un pays s'il n'est pas mandaté par le président de la République. Oui. Et donc, voilà, je vois, c'est une bonne démarche. Ils sont les anciens, les vieux dans la maison. Ils ont pris une initiative pour aller chercher à éteindre un feu qui pourra avoir des dégâts encore incalculables dans l'avenir. Mais bon, je trouve que l'initiative doit partir ensemble avec le président qui est là. Maintenant, par rapport aux dégâts, ce que ça cause, la difficulté entre le Bénin et le Niger, mais ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Même si Tiani est très fort et tu ne veux rien écouter, il ne veut rien lâcher, mais ça pèse sur lui. Quand Monsieur Patrice Talon ne veut rien laisser, ça pèse sur le Bénin. Parce que le Bénin a un port qui a l'habitude de desservir le Niger. Et donc, le Niger est un pays enclavé. Quand Tiani dit qu'il n'écoutera rien, lâchera rien, il est enclavé, il restera enclavé. Et donc, il y a le Togo. Oui, il y a le Togo. Il y a même le Nigeria. Il faut avec nous. Il faut avec la Côte d'Ivoire. Il faut avec les autres ports de la sous-région. Mais ils ont quand même un manque à gagner. Là, ils ont quand même un manque à gagner. Si je suis transitaire, je suis dans le voilà, je suis un commissionnaire agréé. Les opérations, comment ça se fait? Vous avez confiance à quelqu'un dans un pays donné. Et donc les opérateurs, les importateurs nigériens
qui ont confiance à un certain nombre d'opérateurs douaniers et portuaires au Bénin sont privés de ce qu'ils doivent faire. Ils sont coupés. C'est un peu les conséquences négatives de ce que des Nigériens seraient en tête d'endurer là. Et ça coupe le pont aussi à des opérateurs douaniers béninois qui ont pour clients ou partenaires des Nigériens. Et donc, il va falloir que chacun des deux chefs d'État mette de l'eau dans son vin afin que nous retrouvions l'unité des deux pays retrouve leur unité d'antan. D'accord. Est-ce que, parce que certains estiment aussi que cette mission qui leur a été confiée, en tout cas aux deux anciens présidents, c'était à l'occasion du conclave qu'ils ont fait au Nigeria avec le président Goodluck Jonathan, parce qu'ils ont fait un point sur l'état de la démocratie et ils en sont venus à la conclusion qu'il faut déployer une médiation pour pacifier la situation. Alors ça veut dire que si c'est Goodluck qui demande aux deux anciens présidents, allez-y, allez discuter avec Tiani, et comme le dit Frédéric Azeglo, si Talon ne donne pas son aval, c'est mort-né. Effectivement, aujourd'hui c'est Talon qui est la manette. Étant donné qu'un président, il a tous les pouvoirs, il est le garant de toute la Constitution, il est la continuité de l'État, il est grand maître des ordres nationaux, il est le premier magistrat. C'est vrai, Talon, et tel que nous connaissons Talon, c'est quelqu'un qui pèse un peu lourd. Et je suis sûr que les deux présidents ont utilisé le couloir avec Talon et peut-être ils ont été consultés et mandatés par le couloir, par Talon, mais parce que le pouvoir, un pouvoir fonctionne comme la mathématique. Si vous faussez la formule, le reste est faussé. Donc Talon ne peut pas laisser les deux anciens présidents d'aller unilatéralement rencontrer les autorités du Niamey sans OK, non. Je suis certain que régulièrement je vois Talon, je vois Yayi Boni qui se rendait régulièrement à la présidence pour rencontrer Talon, de même que Nicéphore Dieudonné Soglo. Dire aujourd'hui que c'est l'initiative unilatérale, j'en doute fort, mais ce qui est là-bas, l'initiative, nous devons la saluer, que c'est déjà un pas, c'est déjà un pied à aller pour amorcer, pour au moins apaiser les tensions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la tension et la paix reviennent dans les deux pays? Parce que les autorités du Niamey accusent Talon qu'il était vite entré en besogne en appliquant à la lettre les décisions sorties par la communauté, la CEDEAO. Parce que Talon était vite entré en besogne en fermant sa frontière avec des tons agressifs. Alors qu'il a oublié qu'il est en face des généraux. Ce ne sont pas des civils comme lui. Ce sont des généraux qui sont venus au pouvoir et qui ont déposé Bazoum parce que Bazoum a fait la haute trahison, parce que Bazoum est en train de liquider son État aux terroristes, parce que Bazoum est en train de tenir certains propos qui sont des propos trahisants. Ça fait que ces autorités, ces généraux qui ont soutenu Bazoum, qui sont des escortes, qui sont tout pour Bazoum, ont vu que Bazoum est en train de trahir le peuple. Donc ils ont arrêté le bordel, la pagaille de Bazoum. Bon, donc Bazoum a été déposé. Vous le savez, je le sais. Ils le savent que il faut voir toutes ces agitations autour de Bazoum pour rétablir Bazoum au pouvoir. Alors qu'un président qui est en train de faire 3 ans, et il est en train de tenir des propos comme ça, que son armée est incapable, que son armée est incapable face aux terroristes. Alors que c'est toi le chef d'État qui devait signer un décret pour l'achat de l'armement, tout ça. On va revenir à l'actualité. Bazoum, il attend son procès prochainement. Donc pour aujourd'hui, c'est la situation, donc comme je le disais, économique et politique entre le Niger et le Bénin à la faveur donc de cette médiation cette mission effectuée par les deux anciens présidents béninois, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo.
si du côté de Niamey, on accepte discuter avec les anciens présidents, alors que Patrice Talon y avait envoyé son ministre qui n'a pas été reçu, est-ce que ça veut dire qu'un peu d'eau a coulé sous le pont entre-temps? Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça dans la mesure où, bon, si Patrice Talon envoie Abalo n'est pas reçu, il peut vouloir envoyer Toyi pour voir si Toyi va être reçu. Et donc, ça peut être, donc ça peut être un plan B. Si vous ne voulez pas de notre gouvernement, bon voilà, mes anciens, mes aînés sont là. Bon, allez-y, ne dites même que c'est pas que vous avez envoyé. Dites que c'est votre propre initiative. Et ça peut aller dès que la paix revient, dès que la paix revient, c'est bon. Ça peut être ça. Mais c'est une initiative qui n'a que ses bases, qui ne tire que ses bases du bon vouloir des deux anciens présidents, sans l'aval du président actuel. Ça ne peut pas aller loin. Vous le pensez? Mais la situation ne profite ni à l'un ni à l'autre, vous l'avez rappelé. Ni à l'un ni à l'autre. Il faut qu'une solution soit trouvée. Forcément. Il faut qu'une solution soit trouvée. Puisque laisser les frontières fermées, tout ça là, moi le débat de Bazoum ne m'intéresse pas. Bon, pas sur un plateau quand même, plateau d'une télévision. Sinon j'ai dit que c'est Bazoum qui a été trahi. Le débat de Bazoum ne m'intéresse pas. Patrice Talon s'est mis dans la peau d'un président renversé. Si, pas de plus normal. C'est mis dans la peau d'un président renversé par les militaires. Voilà. Bon, donc, ce débat-là, on le clore. Maintenant, Patrice Talon gère un pays qu'on appelle le Bénin. Tiani veut gérer un pays qui s'appelle le Niger. Ce sont des Africains. En temps normal, il n'y avait même pas de frontières entre ces deux pays-là. Il n'y avait pas de frontières entre ces deux pays-là. Et donc, la décolonisation. Donc, ces deux hommes peuvent s'asseoir ou envoyer des émissaires, faire des discussions interposées et trouver la paix. Parce que Talon et Tiani sont des hommes très aisés. Ils sont très aisés, ils mangent à leur faim. Alors que les conséquences négatives de la situation n'emportent que les pauvres petits commerçants. Et donc, s'ils veulent, les deux, veulent des biens de leur pays, eh bien, on arrive à ça. Parce que aujourd'hui, si il faut qu'on traite ce problème, il faut que la communauté s'asseye et décide. Voilà que Tiani dit qu'il ne reconnaît plus la communauté. C'est compliqué. Tiani dit qu'il ne connaît pas la communauté. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Je me rappelle, il y a eu des choses, on a envoyé, la Syrie a pris des dispositions. Quand ça a arrangé, les gens, ils ont accepté. C'est lorsque ça les arrange pas qu'on dit que la CEDEAO, voilà, donc, c'est bon. Donc, là, moi, les conflits entre des États, surtout quand on est frontalier comme ça, ce n'est pas très, très, très bien. Monsieur Tiani n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, Monsieur Talon, de l'eau dans son vin, pour le bien de leur propre peuple. Fermer les frontières comme ça pour rien du tout, il n'y a pas la guerre. C'est pas bien. Ce que j'évoque souvent avec ce sujet, je donne l'exemple de la guerre froide. Au temps fort de la guerre froide, vous savez qu'il y avait toujours ce téléphone rouge qui permettait aux deux dirigeants de se parler. Quand on regarde Talon, quand on regarde Tiani, on n'a pas l'impression qu'il y a un téléphone bleu, vert, rouge. Moi, je ne connais pas la couleur. Il n'y en a pas. Talon n'a pas eu l'expérience de la CEDEAO. Il croyait que la CEDEAO, c'est une institution sous-régionale très forte qui a des bases solides, alors que la CEDEAO est fragilisée par les pays sahéliens qui veulent maintenant avoir leur indépendance totale, qui veulent avoir leur monnaie, leur souveraineté sans influence aucune. Parce que vous êtes témoins comme nous que le Sahel est menacé aux grandes dames des puissances qui revendiquent aujourd'hui, ou bien qui veulent que Bazoum soit au pouvoir. Mais ils ne foutent rien, ils ne font rien. Mais la population est décimée, victime. Les maisons sont incendiées, mais cette CEDEAO ne daigne son droit pour au moins dire que bon, je vais aider, je vais financer l'armée républicaine à combattre ces terroristes. Mais on a renversé quelqu'un qui est en train
entre guillemets, selon les informations de l'armée nigérienne, que c'est Bazoum qui constitue le couloir. Oui, moi, je ne vais pas trop parler dans le débat de Bazoum aujourd'hui. Restons sur la situation économique. La situation économique est que aujourd'hui le Bénin. C'est ce que je disais. La question, c'est pourquoi les deux hommes ne semblent pas se parler directement. Parce qu'au départ, ils peuvent se dire la vérité, hein, mais se le dit. Mais les autres hommes se demandent pas se parler parce que Talon dit, bon voilà, Tiani dit, j'ai pour le pouvoir, toi tu vas m'enlever le pain. Et voilà. Non, là, ce fait est derrière nous. Oui, tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'intervention de la CEDEAO. Le Niger est tranquille. Oui. Maintenant, il faut se parler pour ouvrir les frontières. Les deux, ils ont la honte aujourd'hui. Pour se parler face à face. Il faut une troisième personne. La troisième personne est recherchée au Bénin surtout. Parce que le Niger ne se préoccupe pas à rencontrer le président Talon. Le Niger perd. C'est vrai ça? Le Niger perd. Mais le Niger... Parce que non seulement le pétrole ne passe pas, mais vous savez qu'il y a aussi des bandits qui attaquent les pipelines aujourd'hui. Effectivement. Donc, tout cela pèse sur l'économie du Niger. Et l'économie du Bénin aussi. Bien sûr. Et si vous analysez bien celui qu'on appelle Talon, Talon c'est un homme d'affaires. Il n'aime pas perdre un seul franc. En une journée, perdre un seul franc. Qui aime perdre? Talon n'aime pas perdre. Donc, il perd des centaines de millions. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher ces années pour aller rencontrer peut-être les autorités de Niger pour que la tension soit la situation soit décantée. C'est ce qu'il est en train de faire, Clopin, Nayo. Ils vont trouver au moins la fumée blanche va sortir quand même, mais pas tout d'un coup, ils ne vont pas avoir la fumée blanche d'un coup, mais ça doit être un travail de longue haleine, donc ils vont trouver la situation. Moi, au fait, c'est le Niger qui tire la ficelle, hein, parce que la CEDEAO a annoncé la fin des sanctions. Oui. D'accord? Ah oui? Et donc, quand la CEDEAO a annoncé la fin des sanctions, Patrice Talon a fait ouvrir, à ce que je sache, sauf si je me trompe, la frontière entre le Niger et le Bénin, à son niveau. Mais les autorités nigériennes ont envoyé des courriers, des documents, nous avons reçus au niveau du port. Ils disent qu'ils ne passeront pas le port de Lomé et qu'ils ne passeront pas par le port de Cotonou. Ça veut dire l'homme qui fait durer le problème s'appelle Tiani. Je suis désolé. C'est général. Il s'appelle Tiani. Donc c'est lui qui fait durer le suspense. C'est lui. Quand on a dit, quand la CEDEAO dit c'est fini, c'était fini, on a réintégré les États, même chez Doumbouya, on avait laissé. C'est en Guinée ça. On a laissé. Donc c'est Tiani qui fait durer le suspense. Donc si on a demandé la leçon là de morale à dire mettre de l'eau dans son verre, c'est à Tiani on demandera de mettre de l'eau dans son verre pour que la vie reprenne. Ce que ces autorités du Niger ont évoqué, ça aussi on ne devait plus balayer du revers de la main, parce qu'ils ont dit qu'ils ont des informations provenant du territoire béninois, que les autorités béninoises ont hébergé des bases militaires. Ça, je n'en sais rien. Je ne veux même pas savoir. Donc, c'est un peu grave. L'accusation, si c'est une accusation, elle est tellement grave. Et il faut chercher des voies et moyens pour au moins dire que ce que j'ai dit, c'est pas bon. Alors que le général Tiani, c'est un corps habillé. Un général même de guerre, il n'arrive même pas à prouver que en demandant pardon, eux ils ne demandent pas vite comme ça pardon comme nous les civils. Raison pour laquelle la situation perdure. D'accord. On va suivre de près et on en parlera. On passe maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. On évoque donc la nouvelle constitution. Le Togo, normalement, vit sous la constitution de la 5e République. Dit-on en tout cas, plusieurs organisations de la société civile n'entendent pas l'accepter aussi facilement. Il est annoncé un mouvement le dimanche 30 juin prochain
sur le terrain des cheminots de Hanoukope. Ce sera un meeting de sensibilisation. C'est organisé par le Front citoyen Togo Debout et des universitaires. D'ailleurs, à ce meeting, le comité d'action pour le renouveau, le CAR, le parti de feu Maître Yaovi Agboibom, a annoncé donc soutenir le mouvement à travers un communiqué, appelé donc les populations à se joindre à ce mouvement pour dire non à cette nouvelle constitution. Frédéric Azeglo, j'ai envie de dire que je peux imaginer un peu votre réponse à la question, mais les gens ne se retrouvent pas sous cette nouvelle constitution et entendent le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, une réforme, une nouvelle chose a toujours pris du temps pour rentrer dans les mœurs. Je me rappelle quand à Lomé, ici au Togo, on avait dit, Togocel avait dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus vendre des cartes, et que vous direz, donnez votre numéro, et on vous introduira le crédit que vous voulez dans votre portable. Nous avons boudé, nous cherchons encore à acheter les cartes, personne n'est habitué à l'ancien système. Et bien finalement, plus aucun Togolais ne cherche à acheter les cartes pour avoir du crédit. Et donc c'est pour dire que tout ce qui est nouveau peine à entrer dans les mœurs. Tout ce qui est nouveau peine à entrer dans les mœurs. Alors, j'ai dit que le droit de manifester est un droit constitutionnel pour chaque citoyen. Oui. Et donc, si on le font dans le respect des dispositions que nos lois ont prises, je ne trouve pas d'inconvénient. Cependant, quand je vous entends dire que le CAR dit qu'il soutient ceux qui veulent manifester contre la nouvelle constitution, à moins que je ne me trompe, je suis en train de dire que comment est-ce que le CAR peut vouloir une chose et son contraire à la fois? Je m'explique. Lors des dernières élections régionales, il y a eu des candidats du CAR, alors que les élections régionales sont une phase du système de décentralisation que consacre la nouvelle constitution. Alors, comment est-ce qu'on peut déployer des candidats à travers le Togo pour une élection dans le sens de cette constitution? Et en même L'élection temps, a eu lieu, la constitution n'était pas encore promulguée. la constitution n'était pas encore promulguée quand C'est l'élection... ce qu'ils disent d'ailleurs, qu'ils sont allés aux urnes sous la 4e République et que pour eux, c'est la 4e République qui vaut. Même la 4e République est passée. Dès que une loi est promulguée dans un pays, et appelez les juristes qui nous le disent. On a fait le débat tout à l'heure sur la loi des finances au niveau du Kenya. Oui. Le Parlement l'avait adopté, mais il a été retiré. Elle a été retirée parce qu'elle n'a pas été promulguée par le chef de l'État Ruto. Et donc ici, dès qu'une loi est promulguée, je ne sais pas, peut-être la personne qui l'a promulguée, si les textes le lui permettent, peut encore retirer. Mais du moment où la loi est promulguée, je ne sais pas. Mais j'ai dit, quand on prend la situation actuelle au Togo, dans cette histoire de contestation de la nouvelle constitution, quand on le place dans le contexte, dans ce contexte kenyan, on peut voir qu'il y a des gens au Kenya, il y a des gens qui ne sont pas au pouvoir, qui ont vu une faille, je l'appelle une faille, et qui ont dit allons, manifestons. Alors ici, il y a eu des élections, et que le lieu par excellence de la contestation des décisions, c'est l'Assemblée nationale. Donc, quand ça n'a pas marché au niveau de l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'ils veulent faire l'expérience de la rue, de la contestation dans la rue. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour dire allez le faire, n'allez pas le faire. Mais je sais que le lieu par excellence pour contester des dispositions, c'est l'Assemblée nationale ou d'autres couloirs. Vous comprenez, vous êtes juriste et donc les textes de loi, ça vous parle. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que des organisations de la société civile, bien que, et comme le rappelle Frédéric Azeglo, bien que la Constitution ait été promulguée, continuent de vivre sous la 4e République? Permettez-moi
vous plongez dans le cadre dans lequel cette constitution de 5e République a été élaborée. Rapidement. Vous savez, pour la pratique constitutionnelle au Togo, voudrait que pour élaborer une nouvelle constitution, soit il faut consulter le peuple souverain. Si nous sommes dans la démocratie, on dit que la démocratie, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, par le peuple, pour le peuple. Si tel est le cas, pour réviser ou bien pour élaborer une nouvelle constitution au Togo, il faut une assemblée constituante. C'est un. Soit il faut aller au référendum questionner le peuple qui est souverain. Mais pour questionner le peuple qui est souverain, on est passé par les chefs traditionnels qui ne représentent rien aujourd'hui dans nos terroirs. Qui sont... C'est trop dire. Hein, non, parce que je sais comment les chefs traditionnels sont intronisés. C'est les garants des us et coutumes. Les garants des us et coutumes à travers l'article 143 de l'ancienne constitution. Les gens se retrouvent dans ces chefs-là. Ce que je voudrais dire est que la constitution de 5e République a été rapidement imposée aux députés en fin de mandat. Vous dénoncez le mode de... Et maintenant, la constitution... Le chef de l'État a promulgué la même constitution le 6 mai 2024. Oui. Et maintenant, le Premier ministre sortant, qui a fait sa démission, la démission a été acceptée. Mais vous allez constater avec moi qu'il y a des manquements, il y a des anomalies qui entourent cette constitution. C'est-à-dire le Premier ministre qui démissionne aujourd'hui, il doit assumer si ceux qui nous gouvernent, s'ils vont accepter, s'ils vont rester dans la logique, le Premier ministre actuel doit assumer l'affaire courante durant les 12 mois. C'est-à-dire que les 12 mois, ça s'arrête maintenant le 3 mai 2025, au moment où l'actuel chef de l'État, son mandat va finir le 3 mai 2025. Et il a promulgué la Constitution le 6 mai 2024. Donc l'entrée en vigueur de la Constitution pour le chef de l'État, parce que le chef de l'État, il doit finir son mandat d'abord. Dans les coulisses, dans les indiscrétions, nous avons appris que c'est lui qui serait le président du Conseil. Ouais. S'il serait le président du Conseil, donc il doit attendre jusqu'au 6 mai. Le 5 mai 2025 oui. Pour prendre légalement les choses. Mais vous voyez des brouhaha qui entourent ce que dénoncent les organisations. Si on en revient par exemple de façon, j'ai envie de dire de façon plus pratique. Dans ce pays, il nous souvient, des gens avaient fait le macadam pour le retour à la Constitution de 92. Oui, voilà. Oui. Ça n'a pas abouti. Pourquoi aujourd'hui s'engager à nouveau dans un combat dont tout le monde sait manifestement que ça aura le même sort? Vous savez, au moins, l'histoire en retiendra qu'on a fait la même chose pour les mêmes résultats. Non, ce n'est pas la même chose. On n'a pas demandé retour à la Constitution de 92. On a demandé lors de les manifestations gigantesques d'Achadam, le 19 août 2017. On a revendiqué le retour à la Constitution de l'intégralité de la Constitution de 92. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui. Mais ce que les OSC demandent aujourd'hui, ce n'est pas le retour à la Constitution de 92. Oui, Est-ce que c'est le mode? Je parle de la méthode. C'est le mode. Ce qu'ils demandent est de savoir c'est-à-dire que ce qu'eux ils dénoncent, c'est la méthodologie. Est-ce que c'est la méthodologie qu'on dénonce? C'est Non. un peu la même chose. C'est toujours la même chose. C'est comme revenons à la Constitution de 92, c'est un peu ce qu'ils disent, qu'ils n'acceptent pas la 5e République. Ah oui? C'est dans la nouvelle Constitution. Ils disent revenons à la Constitution de 92, la 4e République. Je vous cite d'ailleurs ces mots de Yaodaté, le président du CAR, qui dit que les députés élus sous la 4e République ne peuvent pas avoir adopté un règlement intérieur arrimé sur la Constitution de la 5e République. Donc pour eux, ils sont dans la 4e République. C'est de la 4e République parce que le chef de l'État a promulgué, le chef de l'État a convoqué le corps électoral. Ouais. D'accord, moi je ne veux plus revenir sur tout ça, mais on a comme l'impression que pour certains, il y a deux républiques parallèles. Non, nous sommes dans la 5e République. Pour vous, c'est la 5e, pour ceux-là, c'est la 4e. Nous sommes dans la 5e République, dans la mesure où, dès qu'une loi est promulguée, elle entre en vigueur. Oui. Donc la Constitution consacrant la 5e République a été promulguée le 6 mai. Elle n'a pas dit 6 mai, nous sommes rentrés dans une
Nouvelle République, dans la 5e République. Maintenant, moi, je veux savoir si c'est le mode, le moyen, la méthodologie pour laquelle nous sommes dans la procédure que les gens dénoncent également ça. Ils veulent contester, ou c'est la 5e République qu'on conteste. Je ne sais pas. C'est la 5e République. Est-ce que l'un n'entraîne pas l'autre? Vous savez, je peux vous donner quelques éclaircissements. Le chef de l'État actuel, je le salue de passage, je le respecte beaucoup. Il a son mandat qui prendra fin le 3 mai 2025. Oui. Et les Togolais avisés, chacun se prépare à confronter, à combattre dans les urnes le candidat de la mouvance présidentielle. Voilà, ça n'aura plus lieu. À notre grande surprise, on a ramené carrément une autre chose qui est en train de masquer le 5e mandat. Moi, je ne le sais pas. Ah, mais c'est ça. Moi, je ne le sais pas. Si c'est lui qui va prolonger à travers la 5e République, il va devenir président du Conseil. Un président du Conseil, il va faire... En même temps, essayons un peu de comprendre, parce que quand c'est vrai qu'on parlera des dispositions transitoires de cette nouvelle constitution qui dit que les institutions en place sont là jusqu'à 12 mois au moins. Oui, jusqu'à 12 mois. Et en même temps, les questions se posent. Est-ce qu'il faut nommer un nouveau Premier ministre? Est-ce qu'il faut nommer un gouvernement? Si c'est le cas, ça va se faire sous quelle constitution? Il y a un cafouage aujourd'hui. Il y a un cafouage. Je ne l'appelle pas cafouillage, il y a des situations transitoires. Vous voyez, sur la terre des hommes, s'il y a une situation qui arrive, il faut toujours trouver des hommes pour les gérer. Quand nous prenons une constitution, une constitution elle-même donne les moyens de la revoir, de la réviser. Et je crois que la disposition qu'on a prise aujourd'hui, comme nous sommes en train de rentrer dans la 5e constitution dans laquelle nous sommes, a prévu des dispositions transitoires qui seront respectées. Ce que je veux dire, ce qui étonne Frédéric Azeglo, si on est dans la 5e République, en toute logique, c'est le président du Conseil qui détient, disons, la majorité des pouvoirs. Et on a un président de la République aujourd'hui, en vertu de l'ancienne Constitution, bien sûr, qui proroge parce que les dispositions transitoires sont là, mais qui prend des actes sous quelle Constitution finalement? Oui, sous la 5e République. Je vous dis, par exemple, nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre des hommes. Alors si aujourd'hui on vote pour une 5e République, et qu'on ne l'applique pas, il y aura quel temps? Vous voulez qu'il y ait un vide, un moment pour dire que, ok, dans 30 jours, dans 90 jours, dans 200 jours, nous allons rentrer dans la nouvelle constitution, puisque moi je reste sur le principe selon lequel une constitution a été votée. Et il y a eu un projet de constitution qu'on a mis sur la table. Quand il y a eu des rectifiés, des contestations, on a dû reculer. Elle est revenue, la constitution est votée et elle est promulguée. Dès qu'elle est promulguée, ça veut dire qu'elle entre en vigueur. Maintenant, il appartient aux uns et aux autres de définir la disposition transitoire pour pouvoir amener le peuple réellement, définitivement, dans la nouvelle constitution. Pour le moment, dès que le truc est promulgué, c'est promulgué. Mais comme on le dit, il se fait que pour les organisations de la société civile, elles n'entendent pas de cette oreille-là. Oui, chacun dans son rôle. Chacun de son rôle. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'exprimer ce qu'il a. Mais reste à savoir si ce que la personne exprime est conforme à ce qu'on doit dire. Et donc, on n'empêche pas que moi, personnellement, je n'empêcherai personne de manifester, de dire ce qu'il pense. Mais vous devez savoir si ce que vous dites est conforme à ce qui doit être dit normalement. Marcel Agbessinou, je reviens un peu sur la question que j'avais précédemment posée sur les chances d'aboutir d'un tel mouvement. Pour beaucoup, on prend les mêmes méthodes de l'opposition, on les ripolline un peu et on essaye de faire du neuf avec. Mais en politique, rien n'est gagné d'avance. En politique, rien n'est gagné d'avance. Soit ça peut aboutir ou non. Mais nous connaissons le régime et nous connaissons l'atmosphère politique dans notre pays. Les organisations de la société civile, vous le connaissez mieux que moi, ils n'ont pas de moyens assez solides, de base assez solide pour au moins faire quelque chose de bon. Ils seront peut-être encadrés, mais en cas de débordement, vous verrez qu'ils seront dispersés. Ils seront dispersés comme nous l'avions constaté de par le passé.
aucune manifestation. Vous avez dit débordement? Mais ça veut dire, oui. C'est-à-dire que lorsque la population, personne ne peut pas analyser ce que nous réserve demain. Le 30 là, le dimanche, ce n'est qu'un meeting de sensibilisation, donc il n'y a pas est-ce qu'il y a un grand risque en grand nombre. Ça dépend de comment ces organisations ils ont organisé le meeting et quel message. Permettez-moi de rappeler quelque chose. Quand le Premier ministre Kofi Go était Premier ministre, quand il gérait le gouvernement, c'était en 1992, la gérance à l'époque ressemble très fort à ce qu'on appelle aujourd'hui, on entend appeler aujourd'hui 5e République. Les Idim Kodos qu'il avait amené, c'était la constitution là. Oui, c'est et même la cérémonie parlementaire. Alors, à l'époque, le Conseil des ministres était présidé par le Premier ministre Kofi Go. Il y a des mois, ne présidé par le Conseil des ministres. Et c'est un régime transitoire. Et nous, on dit que voilà, c'est l'opposition qui a mené ça à l'époque. Et ça ne peut marcher 30 ans après. On ramène la même chose et les mêmes personnes veulent aller contester. Vous savez, c'est peut-être vous biaisez un peu l'histoire. Allez-y. À la sortie de la conférence nationale, oui. Ils ont décidé à faire un gouvernement transitoire. Oui. Et c'est ce gouvernement transitoire qui a été présidé par Maître Kofi Go, Joseph Kofi Go. Mais le gouvernement a été saboté. Nous on appelle la vassalisation du pouvoir de la primature à Lomé II. C'est-à-dire que le pouvoir de la primature, Eyadema a repris son pouvoir. Parce que Eyadema règne mais ne gouvernait pas. Et c'est le régime parlementaire pour faire asseoir certaines choses, pour corriger ce qui a été à corriger. Parce que depuis 1996 jusqu'à 1992, le Togo a été gouverné par un parti unique. On a convoqué une assise nationale baptisée Conférence nationale souveraine, où tous les Togolais et Togolaises vont se parler entre eux pour trouver les voies et moyens pour relancer le pays. Mais, chose étonnante et paradoxale, nous avions appris que ça s'est transformé au procès contre Eyadema, ce qui fait que c'est capoté. C'est la même chose s'est passée au Bénin, sous le régime de Kérékou. Kérékou a accepté facilement que l'armée soit... non, là, vous allez... Je ne suis pas allé dans ce débat. Là, c'est le problème. Ce dont je parle. En 2024, parce que c'est ce qui nous préoccupe, et quand il y a de ces manifestations, ce n'est pas le premier du genre, contre la 5e République, est-ce que le pouvoir entend ces sons de cloche? Oui, naturellement. On ne peut pas parler à quelqu'un, il va refuser d'écouter. Écoutez... mais voir si ce qu'on dit, écoutez, voir ce qu'on dit est conforme au texte que le pays s'est donné librement. Parce que, vous voyez, je ne voudrais pas dire, des gens veulent une chose et son contraire. Il y a eu une Assemblée nationale qui a été élue en 2018, qui a siégé jusqu'en 2023, jusqu'à récemment. Alors, beaucoup de ceux-là qui veulent manifester aujourd'hui savent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas participé à ces élections-là. Alors, vous laissez librement, des gens vont aux élections, ils sont élus, au nom du peuple, ils prennent des décisions au nom du peuple, vous vous retrouvez à Kassimé pour contester. Bon, vous voulez que nous allons écouter. Les responsables vont écouter, mais on va analyser pour voir si ce qu'on demande là est conforme à ce que le texte et les députés ont offert au peuple. Et c'est tout. Marcel Agbessinou, vous pensez que du côté du pouvoir, on écoute ces genres de choses et on se dit, ah tiens, il y a des Togolais qui ne sont pas contents de cela, nous devons penser à réviser les choses? Mais un pouvoir sérieux, à l'écoute de sa population, de sa base, de son peuple, doit au moins piquer, quelle que soit sa forme, doit piquer au moins un ou deux messages de ce que vont dire les organisations de la société civile et des partis politiques le jour de la manifestation. Parce que
manifester l'opposition est là pour au moins dénoncer les dérives d'un pouvoir et d'amender certains tests et certaines cafouailles du régime. Donc si on balaye du revers de la main que bon, ce qui va se faire là-bas, bon, c'est comme si le chien aboie et la caravane passe, ça peut retourner contre le régime tôt ou tard. Parce que John Kennedy avait dit, le président américain, lors de la guerre froide, avait dit que lorsque vous refusez des révolutions pacifiques, vous rendez inéluctables des révolutions violentes. Donc si le pouvoir refuse des révolutions pacifiques, c'est comme si le pouvoir est en train de préparer des révolutions violentes que nous ne souhaitons pas. Les Togolais sont pacifiques. Les Togolais sont pacifiques. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Merci Marcel Agbessinou d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir partagé. Frédéric Azeglo, merci à vous également. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On marque donc la fin de cette émission. Merci à tous d'être restés à notre compagnie. Je vous retrouve le samedi prochain.